Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle explication. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage absolument fascinant au cœur de l'une des structures les plus monumentales jamais créées par l'être humain. L'idée, c'est de découvrir comment ces immenses géants de béton et de terre arrivent à dompter des forces naturelles colossales pour en faire une ressource vitale au quotidien. Allez, on plonge direct dans les secrets bien gardés de l'ingénierie des barrages. C'est quand même un truc de fou quand on y pense. Si on regarde bien ces édifices, ils sont tous radicalement différents. Il y en a qui sont parfaitement droits, d'autres qui sont courbés comme un arc, certains sont inclinés, et il y en a même qui ressemblent juste à une montagne de roches et terre. Et pourtant, le problème de base est toujours strictement le même, bloquer de la flotte. Alors pourquoi s'embêter à inventer des architectures aussi différentes pour remplir exactement la même mission ? Eh bien, spoiler, c'est pas du tout pour faire joli. Pour bien comprendre, voici le programme. On va d'abord explorer les formes et les forces naturelles, ensuite on va décortiquer l'anatomie cachée de ces barrages, puis on verra comment on arrive à dompter la pression et l'écoulement, pour finir sur le rôle super vital des réservoirs. C'est parti. Première étape de notre parcours, les formes et les forces naturelles. En fait, tout commence face à la force brute de la nature. Il faut vraiment s'imaginer le défi monumental que ça représente. On parle de retenir des millions de tonnes d'eau. Pour donner une idée, c'est l'équivalent du poids de plusieurs milliers de gratte-ciel empilés, qui poussent tous ensemble de toute leur force vers l'avant. Donc avant même de tracer le moindre trait sur un plan, les ingénieurs doivent répondre à une question qui a l'air simple, mais qui est un vrai casse-tête. Comment la structure va-t-elle tenir le choc ? Est-ce qu'on mise sur son poids, sur une géométrie super intelligente, ou plutôt sur la souplesse de matériaux naturels ? C'est exactement cette réflexion qui a donné naissance aux 3 grandes familles de barrages. Et ces 3 grandes familles, elles apportent chacune une réponse sur mesure. D'abord, il y a le barrage poids, très massif. Sa philosophie, c'est la force brute. Il est tellement lourd que l'eau ne peut tout simplement pas le faire bouger. Ensuite, on a le barrage voûte, tout en courbe. Lui, il ne résiste pas tout seul. Sa géométrie intelligente prend toute la pression de l'eau et la balance sur les parois rocheuses de la vallée. Malin, non ? Et enfin, le barrage en remblai. Au lieu d'utiliser du béton rigide, on entasse de la terre ou de la roche de façon ultra compacte. Ça le rend un peu plus flexible, il encaisse super bien les mouvements du sol, et c'est d'ailleurs le modèle le plus répandu au monde. Bon, la grande question maintenant, c'est comment on choisit ? C'est pas tiré à pile ou face. Ça dépend à 100% de 3 règles d'or. 1. La géologie, c'est-à-dire la solidité du sol en dessous. 2. La largeur de la vallée. Forcément, on ne fait pas un barrage courbé si la vallée fait des kilomètres de large. Et 3. Les forces hydrauliques que le monstre devra encaisser. Dans la vraie vie, certains endroits sont tellement complexes qu'on est obligé d'y mixer les styles. Un peu de barrage poids par-ci, un peu de remblai par-là. Mais au final, ces 3 règles, c'est la recette magique pour créer le squelette parfait. Ce qui nous amène à une conclusion assez claire. Un barrage, c'est l'antithèse du produit standardisé sorti d'une usine. C'est littéralement du sur-mesure. Chaque vallée, chaque rivière, chaque type de roche est unique sur la planète. Donc chaque barrage est conçu un peu comme un organisme vivant, taillé sur mesure pour son propre environnement. On passe à la deuxième partie, l'anatomie cachée des barrages. Quand on regarde de l'extérieur, on voit juste un mur inerte. Mais à l'intérieur, c'est une machinerie de dingue. Un barrage, ça a des organes. Il y a le corps qui fait barrage, les fondations complètement planquées sous la terre, les vidanges au fond pour nettoyer, les prises d'eau qui envoient le jus vers les turbines, les déversoirs pour les urgences. Mais le cœur battant de toute cette installation, ce sont les galeries. Ce sont de longs tunnels sombres qui traversent tout le béton. C'est par là que les techniciens passent pour vérifier que tout va bien au milieu d'une armée de capteurs, de piézomètres et même de gros pendules qui traquent la moindre microdéformation de la structure en temps réel. Mais on le sait très bien, toute cette technologie ne sert absolument à rien si les fondations ne sont pas bétonnées, au sens propre comme au figuré. Il y a un vieux dicton très vrai dans le métier. Un mur posé sur du sable, tôt ou tard, il bouge. C'est pour ça que la partie la plus cruciale du travail, elle se fait là où on ne verra jamais rien, sous terre. La roche est préparée avec une précision d'horloger. On va carrément injecter du coulis de ciment dans les toutes petites fissures de la roche pour sceller la base, et on installe des drains pour éviter que l'eau ne s'infiltre. Le mot d'ordre, c'est l'imperméabilité absolue. Et s'il y a un organe vital pour la survie du barrage en cas de coup dur, c'est le fameux déversoir. C'est la soupape de sécurité par excellence. Qu'il ressemble à un immense toboggan, qu'il ait des vannes massives ou une forme de labyrinthe pour casser le débit, son seul but c'est de recracher la flotte à une vitesse fulgurante quand la nature s'énerve. Imaginez un orage de folie ou la fonte d'un énorme glacier. Sans déversoir, le niveau monterait jusqu'à passer au-dessus du barrage, et là c'est la destruction quasi assurée. Troisième étape de notre exploration, comment dompter la pression et l'écoulement. C'est là qu'on réalise vraiment la violence de ce qui se passe sous la surface. Plus on plonge profondément dans le réservoir, plus le poids de l'eau s'écrase sur les parois avec une force qui grimpe en flèche. Tout en bas, à la base du barrage, on parle d'une pression hallucinante de plusieurs dizaines de tonnes sur un seul petit mètre carré. Donc, on comprend vite que le barrage, c'est pas juste un mur, c'est un véritable bouclier conçu pour encaisser et rediriger en permanence cette pression monumentale vers le sol. Du coup, contrôler l'eau devient un vrai travail de funambule, surtout pendant une grosse crue.
c'est là que ça devient dangereux. L'équilibre est hyper délicat. Si on ouvre trop peu les vannes, l'eau continue de monter, déborde, ronge le béton et détruit la structure en un rien de temps. Mais si, panique à bord, on lâche trop d'eau d'un seul coup, eh bien on crée carrément une vague artificielle qui va ravager tout ce qui se trouve en dessous, les villages, la nature. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Et concrètement, quand il faut lâcher de l'eau, comment on gère ça sans tout casser? C'est là qu'interviennent les bassins de dissipation. La chorégraphie est millimétrée. Étape 1, le déversoir s'ouvre. Étape 2, l'eau tombe de super haut, donc elle accélère comme une voiture de course. Si elle tapait le fond de la rivière à cette vitesse, elle creuserait des cratères énormes et détruirait les berges. Du coup, étape 3, elle atterrit dans des piscines géantes en béton conçues spécialement pour la faire s'écraser sur elle-même. Ça casse toute son énergie destructrice et l'eau repart ensuite tout doucement dans son lit naturel. Après, retenir de l'eau, c'est aussi avoir une responsabilité énorme envers l'environnement. C'est pour ça qu'existe le débit réservé. En gros, même en pleine canicule ou sécheresse historique, le barrage a l'obligation légale et écologique de laisser couler un minimum d'eau. C'est calculé au litre près pour que les poissons survivent et que l'écosystème ne s'effondre pas. Et pendant qu'on gère ça en aval, il y a un autre souci caché au fond de l'eau, la boue et le sable. Avec le temps, les rivières ramènent plein de sédiments qui s'accumulent au fond et grignotent la capacité du lac. Faut donc purger tout ça régulièrement pour que le barrage puisse tenir des siècles. On arrive enfin à notre quatrième et dernière partie, le rôle vital des réservoirs. Parce qu'un lac de barrage, faut le dire, c'est quand même super beau, mais c'est surtout un immense coffre-fort de ressources ultra stratégiques pour la société. On y puise à peu près tout. L'énergie hydroélectrique, super verte et ajustable à la seconde près, l'eau pour irriguer les champs, on s'en sert pour arrêter les inondations, et bien sûr on y tire notre eau potable. D'ailleurs, petit fait insolite, on ne pompe jamais l'eau à la surface parce qu'elle est trop chaude et pleine d'algues, ni tout au fond car c'est plein de boue, on va chercher la meilleure eau pile à la bonne profondeur pour qu'elle soit de top qualité. En résumé, ce lac, c'est notre gros filet de sécurité. Pour l'agriculteur du coin, c'est la garantie que son champ ne grillera pas l'été. Pour les grandes villes, c'est l'assurance d'avoir toujours de l'eau au robinet et de l'électricité quand tout le monde allume son chauffage en même temps en hiver. C'est un équilibre permanent, géré avec une précision de chirurgien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout ça nous pousse à une dernière réflexion. Derrière l'immense mur de béton qu'on aperçoit souvent de loin, se cache en fait une mécanique bien vivante. Ce sont des merveilles d'ingénierie taillées pour affronter la force la plus brutale de notre planète, l'eau en mouvement. Ces structures silencieuses éclairent nos maisons, nourrissent nos champs et protègent nos vies. Au final, la vraie question à se poser, c'est, face aux défis de la nature, serions-nous encore capables de maintenir notre monde moderne tel qu'on le connaît sans ces incroyables géants ? Ça fait réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication jusqu'au bout et on se retrouvera très vite pour décortiquer ensemble un nouveau sujet passionnant.